Euh, et nous enregistrons évidemment ce webinaire, donc comme ça vous êtes prévenus. Le premier, donc Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Puis nous aurons Marius Munga, journaliste et CEO de Kinshasa TV. Ensuite, nous avons aussi demandé à Valérie Mumbere Mukosa Sangé, journaliste, président de la commission de discipline et de l'éthique professionnelle au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC Nord Kivu, donc notre affilié, et membre et directeur général du média en ligne La République Net. Nous aurons aussi avec nous Kamanda Kamanda Muzembe Grace, le président national de l'UNPC, notre autre affilié en RDC, vice-président de la Fédération des journalistes d'Afrique centrale et correspondant de RFI en RDC. Et puis, nous aurons Colette Brackman, longtemps journaliste au Soir en Belgique, spécialiste de la RDC et qui a écrit de nombreux livres sur la question. Nous aurons ensuite un temps pour les questions-réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions et réponses. Et la consigne que je vous donne, c'est que vous allez devoir les poser dans le chat parce que sinon, on va pas s'en sortir. On est trop nombreux pour distribuer la parole comme ça très simplement. Et puis, nous avons demandé à Marguerite Bossita, qui est une journaliste congolaise qui est basée à Kinshasa, qui est membre de notre affilié, le SNPP, qui est la présidente de notre groupe des jeunes journalistes à la FIGE, de nous faire une petite synthèse des discussions qui auront lieu aujourd'hui et de nous proposer des pistes aussi pour ancrer notre action et je l'espère, améliorer cette couverture qui fait défaut. Donc, bienvenue tout le monde et on va tout de suite donner la parole à Anthony Bélanger. Donc, Anthony, vous avez 5 minutes. Merci Pamela. Je vais d'abord saluer les participantes et les participants à ce webinaire et je veux aussi remercier toutes celles et ceux qui l'ont mis sur pied. Je reconnais quelques visages dans le tableau et je suis assez heureux, même des visages des pays voisins, notamment du Congo, Brazzaville. Anthony Bélanger, donc je suis donc le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, l'organisation professionnelle mondiale qui représente aujourd'hui environ 600 000 journalistes qui sont répartis dans 148 pays du monde. Comme le disait Pamela, en République démocratique du Congo, nous sommes représentés par deux organisations syndicales. Le syndicat national des professionnels de la presse, hein, qui est présidé par Madame Denise Saï, et l'Union nationale de la presse du Congo, donc présidée par Monsieur Kamanda Wakamanda Muzebe Grace. Donc, dans un monde où le chaos semble avoir pris le pouvoir, dans un monde où le droit international n'est plus qu'une illusion de lui-même, dans un monde où la communication a pris le pas sur l'information, ou souhaite prendre le pas sur l'information, et dans un monde où les plateaux des chaînes de télé en continu ne distillent que des opinions partielles, relatives et changeantes, il est temps de donner toute sa force aux journalistes et aux travailleurs des médias, que la FIGE représente partout dans le monde, comme vous l'avez compris, et notamment au sein des différentes agences des Nations Unies, l'UNESCO, en charge de la protection de la sécurité des journalistes, l'Organisation internationale du travail basée à Genève, ou le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, également basé à Genève. L'Afrique n'échappe pas à ce dérèglement général, et nous avons décidé donc ce matin de braquer le projecteur sur la République démocratique du Congo, très peu couverte par les grands médias internationaux, et peu couverte au profit, évidemment, des guerres ouvertes qui impliquent les grandes puissances de ce monde. En Ukraine depuis 2022, face à la Russie, à Gaza depuis 2023 face à Israël, où d'ailleurs il se déroule sous nos yeux un massacre indigne qui n'émeut plus beaucoup et pas vraiment les grands puissants de ce monde, ou encore en Iran depuis quelques jours, toujours face à Israël. Le point commun à tous ces conflits, le piétinement littéral du droit international, qui reste pourtant la boussole de nos sociétés contemporaines. Alors oui, la RDC, la République démocratique du Congo, est la grande oubliée des médias internationaux en Afrique, comme l'est le Soudan, alors que le pays est en proie à un conflit majeur à l'Est. On pourrait aussi se demander quel rôle joue la Belgique aujourd'hui, et j'imagine que ça va être abordé ce matin, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, donc il y a quand même 65 ans. L'ancienne puissance coloniale a aussi ses responsabilités, mais
cela reste encore un tabou, et souvent trop un tabou dans les milieux politiques belges. Plusieurs journalistes de l'Est de la RDC m'ont contacté personnellement pour quitter cette zone en urgence. Mais il est extrêmement difficile et périlleux de rejoindre les pays voisins pour se protéger, et la FIGE ne possède pas d'avion pour exfiltrer ses membres ou pour délivrer des visas humanitaires. On n'a pas l'administration nécessaire, évidemment, pour organiser tout cela. Pour protéger leur vie, leur famille, certains journalistes locaux dans l'Est n'ont pas d'autre choix que de recourir à l'autocensure, malgré les interventions de nos affiliés, notamment. Pas que, bien entendu. Ce webinaire ne changera pas la face de la RDC, malheureusement, mais nos consoeurs et confrères sur le terrain ne méritent pas d'être les grands oubliés de la couverture médiatique. Et j'espère que ces réflexions aujourd'hui permettront aux journalistes de pouvoir remplir leur mission d'informer dans les meilleures conditions possibles et surtout en toute sécurité. Je rappelle que l'un des premiers droits fondamentaux du citoyen, qu'il soit en RDC ou ailleurs, est d'être bien informé, avec une information de qualité, fondée sur des faits et en toute indépendance. Une fois encore, l'information n'est pas une opinion. Il ne suffit pas qu'une opinion soit partagée partout sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit vraie. La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, comme le précise le préambule de notre charte d'éthique mondiale de la Fédération internationale des journalistes. Mais enfin, encore faut-il que les journalistes de la RDC soient soutenus par leurs confrères et leurs consoeurs étrangers, qu'ils soient une voix, enfin, et pas un écho. C'est un véritable enjeu de la couverture médiatique de la RDC, et je suis sûr que nos différents panélistes pourront répondre, et bien entendu tous les participants à ce webinaire. Merci encore, et je vous souhaite une agréable et une productive réunion. Merci. Merci beaucoup, Anthony. Je vais donner la parole à présent à Marius Munga. Marius, vous êtes journaliste, vous êtes CEO de Kinshasa TV. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la situation sur place? Voilà, je ne sais pas si mon micro y passe. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Merci beaucoup, hein. Merci Pamela. Avant tout, je tiens à remercier profondément la Fédération internationale des journalistes pour l'organisation de ce webinaire et pour cette invitation à prendre la parole. Merci beaucoup également à Catherine qui a permis à ce que je sois là pour cette invitation. Et merci également à toutes les personnes présentes aujourd'hui pour votre intérêt, votre écoute et j'en suis sûr, votre engagement dans ce qu'on va partager aujourd'hui. En fait, je suis ici en tant que journaliste et CEO de Kinshasa Télévision pour partager une réalité que je vis au quotidien, celle d'informer dans un contexte où l'information elle-même est sous pression. Comme vous le savez, être journaliste dans le monde, et en RDC en particulier, n'est pas seulement chercher l'information. C'est d'abord essayer de rester debout avec peu de moyens en RDC, pas toujours des salaires et souvent sans protection. Les rédactions locales en RDC manquent généralement de tout. Du matériel, du réseau, du soutien logistique. Et sur le terrain, la peur fait partie du quotidien du journaliste. Mais il y a autre chose plus structurelle, plus visible. En RDC, la plupart des médias appartiennent à des acteurs politiques ou religieux. Ce sont eux qui, en réalité, gèrent l'information. Faire tourner le média de manière indépendante relève presque de l'utopie. Il n'y a pas de modèle économique clair. Le sponsoring, par exemple, quand il existe, passe souvent entre les mains des copains, dans un petit cercle d'influence. À Kinshasa, le nombre de chaînes de télévision est tel que la manne publicitaire devient microscopique. Comme résultat, une grande partie des journalistes dépendent directement du politique. Certains médias, d'ailleurs, deviennent littéralement des chargés de communication des ministères ou encore des institutions publiques. Ils signent des contrats pour diffuser des messages officiels en échange d'un revenu mensuel. Alors, dans ces conditions, comment espérer informer avec objectivité? Comment interroger un service de l'État quand on dépend financièrement de cette institution-là? Et c'est exactement dans ce contexte que j'ai voulu proposer une voix avec Kinshasa Télévision. À Kinshasa Télévision, en fait, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a souvent, ce n'est pas grand-chose. Même filmer dans la rue peut devenir un risque.
Il suffit de sortir une caméra dans la rue pour tout de suite rencontrer les services qui débarquent, qui vous demandent, par exemple, qui vous êtes, pourquoi vous filmez et pour dire quoi. Et pourtant, on continue, on produit des analyses, on décrypte l'actualité, on ouvre l'espace du débat, parfois entre les lignes. Et depuis quelque temps, à Kinshasa Télévision, on s'appuie sur l'intelligence artificielle. Notre analyste politique, Cocorico, s'en sert pour repérer des logiques narratives, croiser des déclarations officielles et mettre à nu les contradictions. Par exemple, dans l'une de nos vidéos que nous avons publiées il y a quelques jours, en moins de 24 heures, cette vidéo a fait plus de 120 000 vues. Cette vidéo, c'est sur la mise en accusation du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Et l'intelligence artificielle essaie de mettre en lumière ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. À la rédaction, l'intelligence artificielle nous aide aussi à corriger nos articles, nos papiers, à améliorer nos scripts, à détecter des fake news ou deepfakes. Quand on ne peut pas filmer, par exemple, ou citer directement, on utilise des fois des voix synthétiques ou des images recréées. Et surtout, l'intelligence artificielle donne accès à des bases de données internationales qu'on ne pourrait jamais consulter autrement. En fait, ce n'est pas qu'une solution miracle, mais c'est un levier, une façon pour nous de garder l'information vivante malgré l'opacité. Et pourtant, malgré tout ça, il y a une absence qui pèse. C'est l'absence du débat contradictoire. Je m'excuse ici, je pense que je dois jeter un coup d'œil à mes notes rapidement pour pas que je raconte n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que nous, on essaie de faire avec l'intelligence artificielle pour apporter ce que nous pouvons. On parle souvent de liberté de la presse, mais on oublie qu'avant la liberté, il faut déjà l'accès. Et aujourd'hui, en RDC, l'information n'arrive pas toujours jusqu'au journaliste. Ou alors, c'est le journaliste qui ne peut pas y accéder. Donc, un exemple simple, par exemple, il y a quelques semaines, Kinshasa a connu de graves inondations. Il y a eu des morts, des déplacés, et un site d'accueil a été mis en place par le gouvernement. Eh bien, rien qu'à cet endroit, en pleine capitale, hors zone de guerre, on vous dit, ici, on ne filme pas. Pas de caméra, pas de micro, pas de questions. Imaginez donc ce que cela pourrait donner quand il s'agit des sujets sensibles. Il y a des débats contradictoires. Il n'y a pas de débat contradictoire parce qu'il n'y a pas de contradiction autorisée. Et parfois, même les faits simples deviennent inaccessibles. Il faut aussi parler de la censure, qui prend parfois des formes officielles ou beaucoup plus informelles. En RDC, par exemple, les médias ne sont pas autorisés à relayer les informations du M23, même à des fins informatives. Et certains médias ont reçu l'avertissement, leur interdisant, par exemple, ouvertement de parler de Joseph Kabila ou encore du PPRD sans que ces décisions soient prises de façon officielle. Pourtant, c'est là toute l'ambiguïté. En fait, la RDC reste l'un des pays les plus ouverts d'Afrique centrale en matière de liberté de presse. Le problème, ce n'est pas uniquement la loi, c'est la fragilité du cadre. Et parfois, le libertinage déguisé en liberté, où chacun s'est dit journaliste sans rendre compte ni à l'éthique ni au public. Alors nous, on ne baisse pas les bras. Ce serait facile de se taire, de se résigner. Mais chaque jour, on choisit de continuer. À Kinshasa Télévision comme ailleurs, on improvise, on contourne, on adapte, on crée des formats plus discrets ou encore des messages. On choisit parfois de dire moins pour pouvoir dire quand même quelque chose. On s'appuie sur des collectifs, des réseaux informels, des jeunes passionnés qui croient encore à la force du mot juste. Et on se sert des outils à notre portée comme l'intelligence artificielle dont j'ai parlé tout à l'heure, le numérique et des plateformes alternatives. Ce ne sont pas des grandes victoires comme vous pouvez le voir, ce sont de petits pas, des gestes simples, mais à force de les répéter, on avance quand même. Et chaque fois qu'on parvient à publier un article, à poser une question qu'on ne devait pas poser ou à faire entendre une voix marginale, on grignote un tout petit peu le terrain sur le terrain du silence. Parce qu'au fond, informer, c'est ça. Refuser que la réalité soit confusquée. Alors pour conclure, informer
en RDC, ce n'est pas informé, je voulais dire, ce n'est pas un luxe. Ce n'est même pas un métier. C'est une forme de résistance. On fait avec ce qu'on a, on crée ce qui manque. Et tant qu'on aura une voix, une plume, une caméra ou même un micro fatigué, il y aura toujours quelqu'un pour raconter ce qu'on veut cacher. Mais on ne peut pas et on ne doit pas le faire seul. Il faut ici que ceux qui croient encore à la vérité s'en mêlent, que ceux qui peuvent soutenir, relayer, former, financer, protéger cet espace fragile, celui de la parole libre, s'investissent. Au fait, on ne demande pas la permission d'informer, on demande simplement à ne pas être les seuls à le faire. Je vous remercie. On ne demande pas la permission d'informer, on demande à ne pas être les seuls à le faire. Je crois que on va, on va garder cette réflexion tellement importante que vous venez de faire, Marius. Merci beaucoup. Et on va revenir là-dessus dans les questions-réponses. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de choses à dire. J'aimerais donner la parole à maintenant, et j'espère qu'ils sont avec nous, à Valérie Mumbere Mukosasangue, journaliste et présidente de la commission de discipline de l'éthique et puis membre de notre affilié, l'UNPC. Valérie, est-ce que vous êtes là? Je vois que vous êtes là. Oui, oui, Pamela, je suis là. Bienvenue à vous. Je suis là, bonjour. Bonjour à tous, bonjour surtout Marius et courage pour son travail. Alors, je vais parler de la situation des journalistes à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement au Nord Kivu, où je preste comme journaliste, mais responsable des médias, mais également au sein de l'INPC. Ce que les métiers de journaliste aujourd'hui à l'est de la RDC, pour ne pas parler du Nord Kivu, laisse à désirer. Tout simplement parce que, faute des représailles et autres, certains journalistes ont choisi de ne plus prester et de faire autre métier, de commerce et autre chose. Et bon nombre de médias comme Tazam RDC, comme GoFM, West TV ont carrément fermé les médias. Tout simplement parce qu'ils ne sont plus libres de donner l'information avec impartialité. Et d'autres médias ont été interdits de relayer RFI, de Radio Okapi, Top Congo et d'autres médias qui touchent à ça. Alors, et également, aujourd'hui, le travail que nous menons, le travail des journalistes à Ville-Goma, à Beni, à Butembo est devenu difficile tout simplement parce que le journaliste lui-même est appelé à faire l'autocensure. Parce qu'il ne sait pas quelle information va lui la vie, quelle information va lui mettre dans le mauvais drap. C'est le cas pour nous-mêmes. À l'entrée du DM3 ville de Goma, on a été traqués tout simplement parce que dans les temps normal, on avait fait une déclaration prouvant que certains membres qui avaient rejoint le mouvement de 23 et nous, on avait dit que ce n'étaient plus les journalistes, c'était des gens dans la politique. Et cela nous a coûté donc de quitter la ville. Aujourd'hui, nous sommes à Béni, où pratiquement nous essayons de prêter parce que c'est dans ce gouvernement. Il faut dire également que pendant ces ans, il y a par exemple le directeur de la RTNC, comme Touré Rundi, Pardonnez-moi. qui a été. Pardonnez-moi, Valérie. Est-ce que vous pouvez juste tenir votre micro s'il frotte sur votre. Voilà, ça va, à mon avis, ça sera plus audible pour nos. Merci, hein, je vous remercie d'avance. D'accord, je vous en prie. Là, ça va. Voilà, donc, je disais que à force de donner les informations, il y a certains journalistes qui ont été contraints de quitter le milieu, mais également les autres se sont dit tant mieux rester sans donner les informations. Et d'autres médias aujourd'hui donnent les informations faits divers. C'est entre les chez et autres, simplement parce qu'ils ont peur de donner des informations à caractère politique ou militaire, d'être jugés d'appartenir à X ou Y parti. C'est quand vous êtes, par exemple, dans les camps, vous êtes à Goma. Quand vous donnez l'information
qui semble être en faveur du gouvernement Kinshasa, on vous traite de gouvernement. Et là, c'est soit votre média qui est fermé ou sommet défermé, ou c'est vous-même, journaliste, qui êtes menacé. Et c'est de l'autre côté, à Beni Timbo, là où le gouvernement est sur place. Si vous parlez des dossiers qui touchent ou qui sont presque à l'avantage de rebelles du M23, là, c'est le gouvernement également avec son service de renseignement qui vous traque. Et c'est vraiment cette situation. Alors, la voie des sorties qui pouvait nous aider, c'était que les médias internationaux nous aident également parce que, comme eux, ils ne sont pas plus menacés, qu'ils nous aident à chaque fois donner et la bonne information parce qu'ils ne seront pas intimidés ou menacés par soit les groupes rebelles ou soit le gouvernement congolais. Mais on a remarqué que la presse internationale n'est pas vraiment visible sur le terrain ou n'aide pas à donner la bonne information, ce qui fait qu'il y a des tueries, il y a des carnages, il y a tout ce qui se passe comme effet, mais qui ne sont pas documentés. Et cela pourrait nous coûter un jour parce que tout simplement nous avons besoin, comme historien du présent, journaliste, de relayer, de donner ce genre d'informations. Et on sent quand même qu'il y a ces relâchements de ce côté-là, contrairement à la guerre du RCD de 1988, mais également du M23 de 2012, où on a senti la présence des médias internationaux, et cela nous avait aidé, tout simplement parce que les médias locaux et nationaux ne sont plus à mesure de donner la bonne et la vraie information à la population. Voilà donc en gros la situation dans laquelle vivent les journalistes à l'est de la RDC, précisément en province du Nord Kivu. Merci beaucoup Valérie. Et puis cet appel à mieux couvrir, à plus couvrir la situation, notamment dans l'Est du Congo. On va y revenir. Je voudrais à présent donner la parole à Kamanda Wakamanda Muzembe Grace. Est-ce qu'il est avec nous? Donc, qui représente notre autre affilié, l'UNPC. Qui est correspondant RFI sur place. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous... Oui. Valérie, coupez votre micro, s'il vous plaît. Valérie, coupez votre micro. Je demande à tout le monde de bien fermer leur micro, sinon on ne s'entend pas. Bon, je vois qu'il n'est pas là pour le moment, donc je vais me tourner, ça tombe bien, vers Colette Brackman. Colette, vous êtes, on vous connaît beaucoup, en tout cas ici en Belgique, on vous connaît bien, puisque vous couvrez la situation RDC depuis des années pour le journal Le Soir. Alors vous avez quitté maintenant Le Soir, mais vous travaillez toujours en tant que journaliste. On est ravis de vous avoir avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, travaillant pour un média étranger? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme expérience de terrain? Vous avez vu beaucoup de choses vous-même. Vous êtes allé sans doute aussi dans l'Est du Congo. Oui, donc je suis, comme vous l'avez dit, de l'actualité congolaise depuis longtemps et je voudrais d'abord et avant tout rendre hommage au courage de mes collègues congolais parce que il faut se rendre compte qu'ils vivent dans des conditions, si on prend la partie de Kinshasa, la partie contrôlée par le gouvernement, ils vivent dans des conditions matérielles difficiles. Il est extraordinairement difficile, coûteux pour eux de se déplacer, même dans la ville de Kinshasa, traverser la ville pour aller voir les dégâts des inondations, c'est un problème, ça prend toute la journée, ça coûte de l'argent, il faut avoir les moyens. Donc, il y a ce courage physique, c'est face aux difficultés matérielles des salaires qui sont extrêmement insuffisants. Alors, les parades, c'est parfois les invitations, parfois être porte-parole de personnalités politiques, se débrouiller. C'est un miracle, le journalisme est un miracle quotidien, y compris dans les zones gouvernementales. Mais tout de même, ils le font. Et le peu que la presse internationale relaye de ce qui se passe au Congo, c'est grâce à nos collègues qui sont là, à qui on peut téléphoner, qui sont extraordinairement généreux de leurs informations et accueillants. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a tout de même des difficultés pour les journalistes internationaux. Ils doivent être accrédités, ils doivent expliquer où ils vont. Il n'est pas facile non plus de se déplacer parce que ce n'est pas simple, c'est coûteux. Il faut des autorisations, il faut se présenter à l'autorité.
Donc, cette liberté existe, mais elle est tout de même, disons qu'elle est sous surveillance, ce qui peut se comprendre en période de conflit, mais ça reste tout de même une difficulté. Mais de toute façon, je pense que les correspondants étrangers ne seraient rien s'ils n'avaient pas leurs amis journalistes congolais. Et j'insiste sur ce point, la liberté de la presse en général en RDC est plus grande que dans beaucoup de pays africains que je connais. Et c'est une liberté qui est conquise, elle n'est pas donnée par le pouvoir. Mais il y a une telle soif de communiquer, de donner l'information et un tel appétit aussi par la population de savoir ce qui se passe que les journaux sont écoutés. Il y a un taux de crédibilité, si vous voulez, ou d'écoute des radios qui est, à mon avis, supérieur à la moyenne. Donc ça, c'est un aspect très positif pour le Congo, qui est parfois différent d'autres pays. Alors, la situation dans l'Est, là, elle est extrêmement difficile. Cette région, qui est la région occupée, sont littéralement placées sous cloche. L'information ne circule pas. Les journalistes ne circulent pas non plus. Avant ce débat, j'ai appelé des amis dans l'Est qui m'ont dit au téléphone, ça fait 3 jours que je ne suis plus sortie, ça fait 1 semaine que je n'ose plus m'aventurer parce qu'ils se sentent menacés. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de relayer les messages de la puissance occupante et de leurs alliés dans les pays voisins, mais aller sur le terrain, voir la catastrophe humanitaire, le déplacement des populations, le fait que les gens rentrent chez eux obligés, que leur maison est occupée, qu'il y a d'autres occupants, que des gens sont transplantés, qui sont ramenés vers le Rwanda. Enfin, tout ce remue-ménage, ces centaines de milliers de personnes déplacées, persécutées, qui malheureusement n'ont rien à envier dans la tragédie ou à ce que nous savons de Gaza. C'est très difficile pour nos confrères locaux d'y aller. Manque de transport, manque de moyens matériels et surtout, ils sont sous surveillance. Leur langue, tout ce qu'ils peuvent écrire est surveillé, doivent se présenter et je crois qu'ils risquent leur vie. Lorsque j'étais au début de la guerre, je me trouvais à Goma, un chanteur qui avait composé une chanson qui dénonçait la guerre et l'occupation a été abattu d'une balle dans la tête. J'étais présente, je l'ai vu. Et donc, la menace, elle est physique, elle est réelle. Voilà. Donc, je rends hommage au courage de nos confrères congolais. Je dénonce les difficultés en conditions de guerre, mais même les difficultés matérielles en conditions de paix, parce que leur travail n'est pas suffisamment reconnu, n'est pas rémunéré suffisamment, et que si parfois ils trouvent des financements, mais c'est toujours avec des contreparties chez des hommes politiques, chez des entrepreneurs, etc. Donc c'est difficile. Et alors pour les journalistes étrangers, tout ce contexte apparaît illisible et parfois je me demande si cette illisibilité du conflit congolais n'est pas voulue. Comme ça, on peut perpétrer les massacres, on peut piller le pays, on peut envoyer des enfants soldats, des enfants dans les mines. On peut engager des enfants soldats, on peut violer les femmes, pas de témoins, pas d'accusation, pas de crime. Et donc les témoins ne sont pas nécessairement persécutés, mais en tout cas ils sont écartés des lieux où cela se passe. C'est extrêmement difficile et en particulier dans l'Est, c'est vraiment difficile d'accéder dans des mines illégales comme à Bissier ou ailleurs où on voit toute cette horreur qui se perpétue, mais si on y va, on est repéré, c'est vraiment très compliqué. Et donc ce silence de la presse internationale, il s'explique d'abord évidemment par l'abondance d'informations, surtout par les temps qui courent, mais ça fait des décennies que je m'insurge que la crise du Congo qui est réelle, qui est profonde en termes de perte de vie humaine, de désastres humanitaires, d'injustice politique, elle arrive toujours au deuxième, ce serait trop aimable, troisième, quatrième plan, après d'autres crises mondiales. Alors, est-ce que c'est dû aux difficultés d'accès? Je crois pas uniquement. Peut-être qu'il y a aussi quelque part un refus de savoir, on ferme les yeux et comme ça, le pillage peut continuer et les bénéficiaires peuvent continuer à engranger les profits. Voilà, donc c'est pas une vue très, très optimiste, mais je pense que nous, les journalistes étrangers, nous avons le devoir de garder la lampe allumée, de garder le projecteur dirigé vers la RDC. Et si le papier, c'est ma devise, un papier qui ne paraît pas aujourd'hui, eh bien, il paraîtra demain ou après-demain, parce que nous sommes tenaces et nous sommes là.
Merci beaucoup, Colette. Merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup pour votre vision aussi, vous avez déjà beaucoup de recul sur cette question-là et c'est très, très précieux pour nous. Et votre appel, on l'entend évidemment. On l'entend très très bien. Je voudrais voir une dernière fois si Wakamanda est avec nous pour lui donner la parole. Sinon, on va ouvrir les discussions parce que je vois que vous avez déjà posté un certain nombre de commentaires dans le chat et je vous en remercie. C'est vrai que c'est vraiment l'occasion. Donc profitez-en. Je ne le vois pas avec nous. Alors, nous allons ouvrir les questions. Je te laisse la parole, Catherine. Merci Pamela et merci à tous pour vos interventions riches et riches d'enseignements. La première question vient de Junior Kabange, excusez-moi si j'écorche votre nom, et la question est pour Marius sur Kinshasa Télévision. Est-ce que cette télévision est totalement neutre politiquement, nous demande Junior. Par exemple, comment arrivez-vous à vous assurer que l'analyse de l'IA Cocorico n'est pas partiale? Désolé, mon micro n'était pas ouvert. Donc, merci beaucoup à Christian. Je vais essayer Monsieur Kabange, je vais essayer de répondre simplement à votre question. Vous savez, il est l'indépendance absolue, telle qu'on l'imagine, elle est difficile. Mais ce qui est possible, c'est l'intégrité. Et ce qu'on essaie de faire à Kinshasa à la télévision, ce n'est pas prétendre qu'on échappe à tout, mais qu'on essaie de garder une ligne, de vérifier, recouper et parler vrai, même quand c'est à demi-mot. Être indépendant aujourd'hui dans les circonstances de la République démocratique du Congo, c'est surtout refuser de devenir, pour nous, un relais automatique du pouvoir ou d'un intérêt quelconque privé. Alors, pour répondre à la deuxième question sur l'intelligence artificielle, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui est une opportunité, une grande opportunité pour les médias en général et pour les médias en République démocratique du Congo en particulier. Depuis que nous avons commencé à l'utiliser, c'est vrai que c'est une révolution qui vient d'arriver. Il y a beaucoup de résistance à accepter cette intelligence artificielle, mais pour nous, c'est une sorte de complément. Ça veut dire qu'il nous aide, elle nous aide, pardon, à faire mieux avec moins de moyens. Elle compense notre manque d'accès, nous aide à analyser des discours, à détecter des manipulations ou tout simplement améliorer nos contenus. Donc, ce n'est pas un gadget, comme on peut dire, c'est devenu un outil stratégique pour défendre une information de qualité, même dans un écosystème compliqué comme celui de la République démocratique du Congo. Par exemple, le cas de Cocorico. Cocorico, c'est un chatbot que nous avons créé avec l'intelligence artificielle, à qui nous avons donné des instructions claires de celles qu'on peut donner à un journaliste, analyste politique. C'est-à-dire, c'est celui de rester objectif et de ne pas donner son point de vue personnel. Et quand vous suivez ce que Cocorico, par exemple, nous ramène quand on l'utilise, vous allez voir que ces analystes sont plus ou moins corrects. Elle ne prend pas parti, mais aujourd'hui, comme vous le savez, à Kinshasa, par exemple, en République démocratique du Congo, dans le système de médias, il est très difficile d'avoir accès à des analystes. D'abord, ils ne sont pas toujours disponibles, mais même s'ils sont, ceux qui connaissent, c'est difficile de les avoir sur les plateaux de télévision parce que la plupart préfèrent se taire. Alors, comme solution, on s'est tourné à l'intelligence artificielle. Nous avons créé c'est Cocorico, qui pour nous est un analyste et qui nous rend énormément service. Il n'est pas parfait, mais on travaille dessus. Voilà. Merci Marius. Pamela, nous avons encore une question et cette fois c'est pour Anthony Bélanger. La question ici est qu'est-ce que la fiche peut faire pour protéger l'info au Congo? Et la question vient de Michael Mena, qui est journaliste à Goma. Oui, Pardon, excusez-moi, pas à Goma, mais je pense que Michael peut peut-être prendre la parole par après pour détailler cette question. Anthony, la question est pour vous. oui, merci beaucoup Catherine, merci Michael. La FIGE n'est pas une magicienne. La FIGE est une organisation mondiale
Et ce qui se passe aujourd'hui au Congo ou dans tous les lieux où il y a une crise grave, j'en ai cité tout à l'heure, hein, je parlais du Soudan si je reste en Afrique, mais on peut aller aussi au-delà, le travail est insuffisant. Lorsque vous voyez que la première grande puissance mondiale, les États-Unis pour ne pas les citer, se permettent les pires horreurs actuellement, comment voulez-vous qu'un gouvernement comme en Afrique centrale comme au Congo ne fasse pas aussi bien, si je puis dire? Ceci étant dit, on a deux leviers au sein de la Fédération internationale. Le premier levier, il est local, national, avec nos organisations syndicales. On les forme dans le cadre de programmes souvent assez particuliers. Ça peut être sur la sécurité des journalistes, sur l'éthique, sur le genre, sur le développement de la formation. Et eux sont notre relais national et font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. Euh, le, le constat de Madame Brackman ou de Monsieur Muunga, les constats sont extrêmement précis et malheureusement assez négatifs, mais ils sont là, ils sont toujours là et ils font de la résistance, comme le disait Marius tout à l'heure, et ce qui nous permet de toujours avoir cet esprit et cet aspect optimiste en se disant, voilà, on est toujours debout, on est toujours là pour vous donner une information. Et parfois, il donne une information malgré les menaces qui pèsent sur eux directement. Ça, c'est le premier niveau. Et on essaie toujours, en tout cas, de renforcer nos syndicats. C'est aussi la force de la FIGE, c'est d'être présent sur le terrain, et parfois depuis très longtemps. Le deuxième niveau, les hauts niveaux international. Je parlais dans mon introduction de la possibilité pour la FIGE, en tant que membre associé notamment des Nations Unies et au sein de l'UNESCO ou au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, de pouvoir faire des déclarations auprès du Conseil des droits de l'homme. On en fait à chaque session. On vient d'en faire une sur l'Iran, là, pour tout vous dire, au mois de juin, dans la session du mois de juin à Genève. En une minute, on a le droit qu'à une minute devant les représentants de toute la planète pour dénoncer ce qui se passe. Il y a des rapports qui sont faits et les Nations Unies, derrière, ont la responsabilité d'aller interroger les États pour leur dire qu'est-ce qui se passe sur votre terrain. Je ne suis pas dupe, vous ne l'êtes pas non plus, vous connaissez la situation dans votre pays. La plupart du temps, on n'a pas de réponse. Mais en attendant, il y a des faits qui sont dénoncés. Il y a des attaques contre l'information, des attaques contre les journalistes qui sont dénoncées. Et la FIGE les relaie au niveau qui est le nôtre. Donc voilà, donc une fois encore, je veux pas, même si on est dans l'organisation internationale, vous voyez bien qu'on peut être un grand pays, membre d'un Conseil de sécurité et être complètement impuissant face à des atrocités, face à des massacres qui ont lieu sous nos yeux. Et pourtant, il ne se passe rien. C'est d'où, dans mon introduction, je dénonçais le droit international qui est complètement piétiné aujourd'hui. Et la grande question, elle est là, c'est quelle est la gouvernance internationale aujourd'hui d'un point de vue politique? La question, elle est posée. Et sur ce plan-là, moi, je suis très, très pessimiste. Mais malheureusement et heureusement, on a des organisations, on a des journalistes qui sont sur place, qui ne lâchent rien et qui continuent à informer. Et l'exemple des radios, notamment des radios communautaires, est essentiel dans un grand pays comme l'est la RDC pour maintenir un maillage de l'information, un maillage du partage d'informations de qualité, en tout cas des faits qui sont là. Et ça, c'est l'essentiel pour nous. Et on continue évidemment à les soutenir du mieux qu'on peut le faire, et bien entendu. Et juste pour ajouter à ce que vient de dire Anthony, je pense que c'est aussi nous, en tant que fédération, notre devoir de davantage mettre en lumière le Congo et la situation de nos collègues. Et c'est quelque chose aussi que nous, au sein du département communication, on va prendre particulièrement à cœur parce que je pense qu'on a un rôle très important à jouer pour faire entendre la voix de nos collègues sur place. Merci Anthony. Pamela. Alors, nous avons dans le chat une remarque de Jacques qui est, excusez-moi, j'ai un écho, j'essaie de parler sans m'entendre deux fois. Jacques, donc, qui est directeur de la radio Tania de Goma et coordinateur du Corazon, Corazon, donc C-O-R-A-N,
coracondrc.com, qui est à Goma, et il dit être en mode profil bas, je le cite. Il explique qu'on se contente de donner des informations humanitaires, c'est difficile de faire une info critique, mais il souligne le rôle de la radio et d'autres médias reste pertinent. Donc ici, on a une information sur le rôle de la radio qui, en effet, en Afrique est essentiel, dans un pays où ça reste un média de prédilection. Nous avons 2 questions ensuite qui sont toutes les 2 adressées à Marius. La première nous vient de Maombi, qui est doctorant en journalisme à l'ULB. Sa recherche porte sur les trajectoires professionnelles des journalistes radio de Beni Lubero, à l'est de la RDC. Et la question ici pour Marius Munga, c'est le modèle économique de Kinshasa Télévision. Est-ce qu'on pourrait en savoir un tout petit peu plus sur le modèle économique de cette télévision? Ouais, merci beaucoup pour cette question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en principe, tel que Kinshasa Télévision avait été créé, c'est que nous espérions et nous espérons toujours qu'avec les productions de qualité que nous sommes en train de faire, nous pourrions avoir des partenaires, c'est-à-dire des sponsors, des annonceurs qui viennent pour faire leur publicité comme un média traditionnel, normal. Mais comme je l'ai dit dans mon mot tout à l'heure, malheureusement, cet angle-là, c'est une difficulté que nous sommes en train de rencontrer. Quelle que soit la qualité de ce que vous produisez, soit vous essayez de, allez, le terme va être trop fort, euh, vous prostituer pour avoir les miettes qu'il y a pour survivre, qui ne vous permettra pas de couvrir vos frais, ou encore vous essayez d'entrer dans le copinage avec les potentiels sponsors qui, eux, vous imposent ce qu'ils ont à vous donner. Et à la fin, vous ne vous retrouvez pas. Donc, c'est le modèle économique sur lequel nous avons essayé de tabler. Maintenant, avec toutes les difficultés que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment on peut s'ouvrir à d'autres partenaires qui viennent peut-être en appui sur la production, sur la formation des journalistes, mais également pour voir comment est-ce qu'on peut commencer à Kinshasa Télévision, parce qu'on est en clair, on est également sur les réseaux sociaux, comment les partenaires peuvent commencer à diffuser chez nous avec moyennant quelque chose, mais également, nous avons depuis 2 mois maintenant ouvert notre partenariat à d'autres producteurs, des gens qui ont du contenu, qui peuvent nous amener pour continuer à renforcer notre audience en espérant imposer notre loi du prix que nous voulons pour des annonceurs qui veulent bien venir à Kinshasa Télévision. Voilà. La deuxième question. Oui, il y avait une deuxième question. Alors ici, cette question vient de Ruth Nigoya Kayembe. Ici, la question justement porte sur l'intelligence artificielle. C'est une opportunité, mais comment faire pour favoriser une adoption, nous dit cette participante, éclairée et éviter la désinformation en utilisant l'IA? On sait, Marius, vous avez souligné que Cocorico n'est pas parfait. Voilà. Comment zigzaguer, utiliser ces outils tout en étant éclairé et bien conscient des limites de ces outils? Merci beaucoup pour cette question. Quand je parle souvent de l'intelligence artificielle, j'ai eu l'occasion de le souligner dans différentes interventions à Kinshasa parce que Kinshasa Télévision est le tout premier média, en tout cas télévision, qui a osé publiquement utiliser l'intelligence artificielle tout en disant que nous sommes en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'à la télévision, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut le voir, c'est un outil pour lequel les gens sont très, très, très sceptiques parce que c'est tout nouveau, parce que ça vient d'arriver. Nous sommes tous, et les utilisateurs et les consommateurs, en train d'hésiter, en train de tâtonner, en train d'avoir, nous avons tous peur de la manipulation justement de cette intelligence artificielle. Et ce que nous faisons, c'est que la technique que nous avons utilisée, c'est de créer, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être le secret de fabrication, mais de créer un analyste qui essaye d'être l'église au milieu du village. Mais il n'y a pas que du négatif. Allez, même si on dit Cocorico, en tout cas jusque-là, nous n'avons pas encore reçu de plaintes par rapport aux analyses de Cocorico. Toutes les réactions que nous recevons des téléspectateurs sont plus ou moins positives.
Mais il n'y a pas que ça. J'ai parlé tout à l'heure d'autres outils qui vous permettent de détecter des fake news, des fausses images qui aujourd'hui inondent les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un autre aspect de l'intelligence artificielle que nous essayons, nous, de suivre à Kinshasa Télévision. J'ai parlé également de la correction des papiers. Quand on est journaliste, on sait ce que c'est que corriger un papier. Alors, l'intelligence artificielle peut vous aider, pas d'écrire un papier, c'est-à-dire l'intelligence artificielle n'a pas été sur terrain, mais quand vous ramenez le papier, l'intelligence artificielle peut vous aider à l'écrire pour le rendre de la façon que vous voulez. Et ça, c'est un autre aspect. Donc, nous sommes tous en train d'apprendre l'intelligence artificielle. Je n'ai aucune prétention pour dire l'intelligence artificielle va remplacer le journaliste. Mais en tout cas, nous, faute de mieux, il nous aide énormément à faire des choses qui ont un impact sur terrain. Merci. J'espère que ça répond à votre question. C'est un vaste sujet et je pense que là, on pourrait organiser un séminaire juste dédié à cette question-là. On va prendre peut-être une toute dernière question. Je me tourne vers Pamela au niveau du temps. Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question? On va prendre une dernière question. Après, j'ai aussi une question. Parfait. Et cette question est en fait une question de nouveau pour Marius et une question tournée vers l'avenir. Quel message voudrais-tu faire passer aux jeunes qui veulent devenir journalistes en RDC? Oh, toujours. Écoute, désolé. En fait, aux jeunes, je voudrais dire ceci. Le terrain est très dur, oui. On a besoin d'eux, on a besoin des jeunes. On a besoin de leur énergie, de leur créativité, de leur courage, parce qu'ils sont encore jeunes. Donc, ce que je leur dirais, c'est n'attendez pas que le cadre soit parfait pour venir faire le journalisme. Je pense qu'il faut que les jeunes arrivent à créer leur propre espace, à utiliser l'intelligence artificielle, le numérique, les réseaux sociaux et l'analyse, et surtout être entouré par d'autres, par des grands, parce que seul, on s'épuise, mais ensemble, on peut aller très loin. Voilà. J'avais deux questions en fait. J'avais une première question qui est un petit peu similaire à celle-ci, je dois dire. Pour Colette Brackman, je voulais savoir si vous auriez des conseils à donner à des journalistes étrangers qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont un petit peu suivre les conclusions de ce webinaire et qui souhaitent ou qui n'osent peut-être pas se rendre en RDC. Quels conseils leur donneriez-vous pour partir et comment s'y prendre? Et puis j'ai une question aussi pour Valérie. Quel rôle peuvent jouer les syndicats sur place pour lutter contre la censure dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui? Mais ma première chose, en ce qui concerne la RDC, je crois que je dirais aux journalistes étrangers, prenez un billet d'avion, allez-y, trouvez les moyens, foncez et allez-y. Et sur place, essayez avant de partir de vous préparer un réseau de contacts. Il y a énormément d'ONG, d'associations. Les Congolais sont très organisés. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de journalistes, beaucoup d'interlocuteurs. Sortez des cadres officiels. Il n'y a pas que les ambassades ou, je m'excuse, les ONG internationales ou les internationaux qui peuvent vous informer. Il faut traverser la rue, vous trouverez des gens qui vont vous parler parce que malgré parfois les pressions et les difficultés, les gens parlent. C'est extraordinaire l'expression qu'ont les Congolais. Ils ne sont pas avares de leurs informations, de leurs impressions. Ils communiquent. Et donc, où que l'on aille, on ramassera une moisson d'informations précieuses qu'on devra remettre dans un cadre. Mais ce cadre, ça demande un certain travail avant de partir. Il faut se donner les éléments de compréhension, les cadres où situer les informations qu'on va récolter. Mais en tout cas, ce sera extrêmement riche et durable aussi, parce que les Congolais ont le sens du contact constant. Et heureusement, WhatsApp existe. WhatsApp fonctionne jusque dans les petits villages, les endroits apparemment reculés. Et donc, il y a moyen aussi de vérifier des informations, de toucher des gens de la rue, des victimes, des personnes déplacées. Et elles ne sont pas, malgré la répression, les gens vont franchir ce cap et vont donner les informations aux journalistes. Donc, il y a moyen de travailler au Congo, mais il faut y aller, il faut d'abord foncer. Voilà.
Et Valérie, est-ce que vous pourriez me répondre sur la question? Merci beaucoup, Colette. Est-ce que vous pourriez me répondre sur la question concernant le rôle des syndicats pour lutter contre la censure en RDC, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui? Bon, je crois qu'il n'est pas avec nous. Je crois qu'il n'est pas avec nous. Eh bien, on va passer la parole alors à Anthony. Je vois qu'il a une question. Oui, 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 j'avais deux questions. Merci en tout cas pour les éclairages de Colette Brackman. Pour Marius et Valérie, si Valérie nous entend, c'est vrai que parfois dans sa voiture, la cage métallique de sa voiture bouscule un petit peu les ondes. Mais c'est pas une voiture qui va arrêter Valérie dans l'est de la RDC pour nous parler, et on l'a bien compris. Mais pour Marius et Valérie, je voulais juste savoir quelle était, si vous aviez connaissance de votre audience précise de vos médias respectifs, et quels sont les impacts de votre audience. Parce que vous êtes l'un et l'autre visible sur un téléphone mobile ou audible sur un téléphone mobile, et pour moi, c'est effectivement essentiel. Et les différents intervenants l'ont rappelé également, la place de la radio, la place de la télévision locale, surtout la place de l'information locale en RDC qui est essentielle. Et puis après, je voulais juste, s'il va falloir qu'on passe aussi la parole à notre, comme le précisait Marguerite Bozita, et elle pourra répondre, Marguerite, qui est la présidente de notre groupe des jeunes travailleurs des médias de la FIGE, de Kinshasa elle-même. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Et Marius a donné une excellente réponse, bien entendu, mais je suis sûr que Marguerite, qui est avec nous, donnera un éclairage. C'est une femme courageuse, plein d'énergie, qui a beaucoup de choses à dire, et je suis certain qu'elle pourra répondre à cela avant même de faire une conclusion de la conclusion. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'audience des médias. Généralement, en RDC, je prends l'exemple de Kinshasa. Je pense que c'est aussi pareil pour d'autres villes. La radio reste quand même le média le plus suivi. Et aujourd'hui, il y a, il y a un problème en termes d'utilisation de la radio. Je parle de l'octroi des fréquences pour la radio. La majorité des radios à Kinshasa, la radio est suivie en majorité dans des voitures, dans des taxibus. C'est là que, voilà, il y a une grande audience, les gens, quand ils se déplacent. Et ces voitures, en général, au Congo, ont un volant à droite. Et la majorité de ces voitures-là viennent avec des radios dont la fréquence ne dépasse pas forcément 80, 90, 90 FM, en FM. Ça veut dire que il y a des chaînes qui sont au-delà de 90 jusqu'à 105, notamment Radio France Internationale et les autres. Mais puisque la majorité des gens qui détiennent des radios, la fréquence ne se trouve que ce petit espace entre 80, 87 et 89, en fait, les radios qui sont là se partagent la plus grosse audience. Top Congo, pour ne pas le citer, qui fait des émissions de qualité, qui est la radio, je pense, la plus suivie de la RDC, profite également de cet avantage-là. Alors, après la radio, il y a les réseaux sociaux. Je veux dire, nous sommes sur TNT, c'est-à-dire en clair, mais de mon expérience depuis que nous avons lancé Kinshasa Télévision l'année dernière, la majorité des feedbacks que nous recevons sont de nos émissions qui passent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous sommes sur TNT en clair pour des populations qui n'ont pas forcément accès à l'Internet à Kinshasa, qui suivent la télévision en clair gratuitement. Ceux-là, voilà, ils suivent à longueur de journée 24 heures sur 24. Mais nous avons également l'audience en ligne sur YouTube et sur Facebook. Et sur Facebook, Kinshasa Télévision a aujourd'hui plus de 170 000 abonnés. Et nos émissions, ça dépend du sujet, peuvent atteindre, comme j'ai donné un exemple tout à l'heure, peuvent atteindre jusqu'à une centaine de milliers de vues en 24 heures. Tout dépend vraiment du sujet. Et généralement, les gens sont beaucoup plus intéressés à des problèmes politiques. Ils ont soif d'apprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, des analyses, des informations. Mais dans ce grand espace, tout à l'heure, on a parlé de la liberté de la presse, Colette, que je respecte énormément, que j'ai suivi depuis que je suis tout petit. Et c'est un honneur pour moi, Colette, d'être avec vous sur ce panel. Et
c'est que on parle de la liberté qu'il y a, mais cette liberté dépasse même la liberté même du journaliste et de ce qu'un journaliste doit faire. C'est-à-dire que les gens qui se font appeler journalistes sont devenus des communicateurs ou des opposants ou des militants contre le système en place. Et ça, ils le font, dans la plupart des cas, ils ne sont pas inquiétés. Et donc, les réseaux sociaux, pour nous, restent quand même un espace assez privilégié où chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, on essaie d'amener sur les réseaux sociaux. Et tous les jours, nous avons le direct d'une émission matinale qui s'appelle Cocorico, tous les jours à partir de 8 heures sur Kinshasa Télévision. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. La question s'adressait aussi, il me semble, à Valérie, c'est bien ça, mais je ne sais pas. Oui, Oui, Valérie. je suis en ligne. Vous a retrouvé. Alors, il faut dire qu'à l'est de la RDC, et principalement au Nord Kivu, nous avons plus des radios. Et d'ailleurs, c'est plus les radios communautaires. Parce que comme on a fait une analyse l'année passée, on a remarqué que 90% de radios en RDC sont des radios communautaires. À la province du Nord Kivu également, ce sont des radios communautaires qui sont à majoritaire parce que c'est à Nord Kivu où il y a plus d'associations qui créent les médias pour faire la promotion de leurs activités. Alors, on a remarqué que dans la grande majorité de ces radios communautaires, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de journalistes formés. La grande majorité sont formés sur l'État. Alors, donc, un travail encore qui nécessite vraiment des formations, des capacitations. Et c'est encore même un message que je lance à la fiche de voir comment intervenir. Parce que là, je suis à Wicha, dans les faits de la province. Nous sommes en pleine identification des journalistes de l'INDC. Alors, la radio passe après mieux parce que également les paysans, ils achètent des petits téléphones dans lesquels il y a des fréquences où ils suivent la radio. La grande majorité, en allant même au champ ou ailleurs, ils utilisent plus leur téléphone pour suivre l'information. Comme vous le savez ici, c'est vraiment plus les informations qui passent en premier lieu. Et parce que le problème l'a si bien dit, WhatsApp existe déjà même à l'intérieur. Au-delà de WhatsApp, pour confirmer l'information ou les éléments qu'ils ont trouvés dans les réseaux sociaux, ils se réfugient maintenant avec leur téléphone pour suivre qu'est-ce que la radio a dit. Est-ce que la radio corrobore ce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux? Donc, la grande majorité, c'est vraiment la radio, après la radio, les réseaux sociaux, mais plus également nous autres qui évoluons dans les médias en ligne. Comme vous le savez, je suis à Beni, territoire, mais nos correspondants de Goma et les autres, ceux qui sont les Goma, donnent toujours les informations et on continue, tant soit peu, de voir comment donner les informations, bien sûr, en tenant compte des réalités. Merci beaucoup, Valérie. On va clôturer avec Marguerite Possita, donc on vous a présenté tout à l'heure. Marguerite, on vous avait demandé de vous faire une petite synthèse des discussions et puis peut-être aussi de partager votre propre point de vue sur ce qui a été dit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête? Oui, vous m'attendez? Super. Je suis un peu dans la brousse, mais avec un petit souci avec ma connexion. S'il vous plaît, pourriez-vous me répéter la question avant de faire le petit résumé qui m'a été demandé? Voilà, je voulais juste justement vous demander un petit résumé des discussions qui ont été faites et peut-être aussi si vous voulez rajouter quelque chose du point de vue de votre expérience de journaliste à Kinshasa et peut-être aussi que vous vous déplacez vous aussi dans le pays. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici? Oui, je tenais d'abord à remercier la Fédération internationale de journalistes pour cette opportunité. Et par rapport à toutes les discussions qui ont été dites ici, c'était d'une grande importance parce que surtout, je me base beaucoup plus sur l'avenir du journalisme en RDC avec le jeune journaliste, le jeune
pratiquants qui veulent s'engager dans ce monde du journalisme. Ce n'est pas facile en RDC. Nous voyons que plusieurs abandonnent, surtout les femmes. Moi, personnellement, lors de mon début, j'ai été victime de certains types de violences dans le milieu professionnel. Et ce qui m'a motivé, de rejoindre le syndicat national des professionnels de la presse. Et aujourd'hui, je suis en train de conscientiser la génération féminine qui veulent s'engager et à motiver aussi les jeunes à ne pas se laisser faire au virus qui est en train de ronger le monde du journalisme en RDC, mais de travailler avec passion au respect de la déontologie et l'éthique professionnelle de la presse, du journalisme, et aussi que cette jeunesse-là, pour moi, à travers notre syndicat, nous travaillons dans le programme de formation, de renforcement de capacité. Et parce que je sais qu'une génération, une jeunesse engagée, c'est une autre lumière qu'on donne dans cette profession de journalisme. Merci. Merci beaucoup. Et sur les conclusions de nos discussions d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous retirez de ce qui a été dit aujourd'hui? Oui, bon, comme je le dis, il y a un petit test qui me prendra 3 à 4 minutes. Et le thème d'abord, pour ceux qui nous ont rejoints après, ils pourront avoir une idée générale sur ce que je veux dire. Les thèmes exploités étaient le média en RDC, le défi et les perspectives du média congolais en date du 9 juin et organisé par l'Association internationale de journalistes. Le contexte abordé était l'approche du 30 juin, date marquant l'indépendance de la RDC. Cette rencontre en ligne a permis de faire un état de lieu de la situation de journalistes face à la crise humanitaire dont fait face la République démocratique du Congo. Et l'objectif de cette rencontre, c'est d'évaluer les défis de la couverture médiatique dans une période de crise que nous traversons actuellement et réfléchir sur les moyens concrets pour soutenir les journalistes congolais, promouvoir une information libre et responsable. Et cette rencontre a été enrichie par des personnes très compétentes et qui sont en train de vivre des situations que la RDC traverse actuellement. Le mot que j'ai retenu dans l'intervention de M. Marius Munga, journaliste et directeur directeur général de Kinshasa TV, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà, il a fait un accent sur la manière dont le journaliste congolais travaille, la manque de la liberté professionnelle. C'est autour de cette réflexion, ça lui a motivé de créer cette chaîne indépendante qui travaille dans la liberté. Et cette chaîne s'est appuyée sur l'intelligence artificielle comme un outil de la diffusion d'une information dans la véracité. Et nous savons aussi que l'intelligence artificielle actuellement est rongée par la désinformation et autres, mais cet outil les a permis, ils ont recueilli le bon côté de cet outil de l'intelligence artificielle pour essayer de permettre aux journalistes congolais de travailler dans l'indépendance parce que dans son intervention, il a souligné que le média congolais travaille dans la manque de liberté parce qu'il y a une main politique et religieuse qui est sur cette média congolais et les journalistes, par cette précarité, s'attachent à cela et ça rend le journaliste congolais indépendant. Sur l'intervention de monsieur Valérie, j'ai retenu plein de choses. Et à chaque fois, nous sommes en communication. Madame Denise, elle est tout le temps en communication avec lui, surtout pendant les périodes de crise à l'est du pays. Les journalistes dans ce contrée, dans ce coin de la RDC, vivent dans une situation d'insécurité. Cela a suscité en eux cette
ces comportements d'abandon du poste, je peux dire ainsi, l'abandon du poste, et la population a été exposée à toute forme d'informations. On ne savait plus qui disait vrai dans des informations qui étaient circulées, et on ne savait plus que la population était livrée à eux-mêmes, parce que les journalistes sont repliés par peur de mourir et d'être confondus aux troupes rwandaises ou de celle du M23. Alors, il a fait appel au communauté internationale de nous aider à faire une diffusion dans toute la véracité des informations en temps réel que traverse l'Est du pays et la République démocratique du Congo. Et notre collègue, Madame Collecte, qui est vraiment une personne très familière de la situation de médias en RDC, qui nous a fait presque la même chose, le même rappel que M. Valéry, la situation, la précarité, toutes les situations d'insécurité que traverse non seulement la population de l'Est du pays, ainsi que le journaliste. Et je pense que cette discussion, cette rencontre s'est achevée avec une série de questions-réponses très utiles, très importantes pour notre avancée, pour que les choses avancent mieux dans le domaine de médias. Et pour faire une petite conclusion, je dirais que cet échange, il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis que rencontrent les journalistes en RDC, mais aussi, je pense qu'il serait préférable que nous puissions faire plus de rencontres. Ça nous apportera encore plus de lumière dans les actions que doivent mener les journalistes en RDC. Et je demanderai aussi un appui au niveau de la communauté internationale pour la diffusion des informations vraies, parce que la population congolaise, on a un défaut d'avoir une information dans sa véracité. La politique congolaise ne donne pas la liberté à la presse pour que nous puissions travailler dans toute liberté, excusez-moi pour la tautologie, avec un amour de la passion. Actuellement, l'amour de la passion de ces métiers a été retiré parce que pendant même le gouvernement du président Kabila jusqu'à présent, le journalisme est devenu un métier de peur. Un métier de peur parce qu'on ne sait pas demain ou après-demain, lorsque tu diffuses une information qui est vraie, qui touche à la sensibilité du gouvernement actuel, tu es exposé à la mort. Alors, ce que je pourrais dire à tous les collègues ici présents, de ne pas baisser bras, de continuer à croire à notre métier, de continuer à espérer pour un lendemain et de ne pas oublier, nous devons garder cet esprit syndical. C'est cet esprit syndical qui va nous aider à faire face à toutes les crises qu'on peut rencontrer dans ce métier de journalisme. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Marguerite, et merci aussi de rappeler l'envie de continuer à faire du journalisme, malgré une situation difficile. Je trouve que c'est aussi un point positif. On a quand même dressé un portrait assez dur de la situation au Congo, et ça fait plaisir aussi d'entendre qu'il y a des voix comme Marguerite, comme Marius, comme Valérie, comme Colette évidemment, qui continuent d'y croire et qui continuent d'avoir cette énergie de couvrir la situation. Et merci à vous tous pour ça. J'ai cru voir que Catherine avait peut-être une question, sinon on va clôturer maintenant. Catherine? Je voulais juste dire qu'on a eu dans le chat un autre message qui souligne l'importance des radios communautaires, mais je pense que le point a été soulevé, en effet, très important. Et je voulais juste aussi mentionner la remarque de Joseph Kafuka qui vient d'arriver. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir quel avenir pour le métier de journaliste en RDC, car nous vivons dans un contexte où les défis sont à la fois nombreux et apparemment insurmontables. Et donc, d'où l'importance de ce message qui donne de l'espoir, parce qu'en effet, la situation est difficile. Voilà, ce sont tous les messages que nous avons reçus dans le chat. Merci beaucoup, Catherine, et merci d'avoir géré ça d'une main de
maîtresse, on va dire, on va féminiser tout ça. Je voulais juste vous rappeler que nous, on va de toute façon publier un petit communiqué aujourd'hui sur les conclusions et les discussions qu'on a eues aujourd'hui. C'est aussi une manière pour nous, encore une fois, de mettre un projecteur sur la RDC et de rappeler l'urgence d'agir, l'urgence de continuer de couvrir. Et on a bien entendu l'appel à la communauté internationale des journalistes et on va le relayer, cet appel, du mieux qu'on peut. Je vais donc terminer par remercier nos panélistes Anthony Bélanger, Marius Munga, Valérie Moumbéré, Colette Brackman. Merci aussi à Marguerite Bossita et un très grand merci à Catherine d'avoir œuvré aussi en coulisses pour nous permettre de réaliser cette rencontre. Merci à vous pour toutes vos questions. On reste en contact, on reste ensemble, comme on dit, et passez une très très bonne journée. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Marius pour l'invitation. En fait, je n'avais pas été autorisé de parler. Voilà, on ne m'a pas choisi. Mais j'ai pu rejoindre à partir de Londres. Je suis l'un de tes abonnés. Merci pour l'invitation. Ouais. Désolée, en fait, on a clôturé les questions-réponses Ouais, maintenant, pas de problème. mais merci d'être là. Ouais. J'espère que vous avez pu suivre une partie des discussions quand même. Oh, oui, j'ai tout suivi. Merci. Yamarus, Merci. merci. Au revoir. Merci à tous, vraiment. C'était très intéressant. Merci pour votre contribution. À bientôt. D'accord. Bientôt.